Je dois vous faire un aveu. J'ai toujours été quelqu'un de curieux et je me suis toujours intéressé au vécu des personnes qui m'entouraient. Cela me permettait de mieux les connaître et de les découvrir, ce qui, j'en suis sûr, est un réflexe généreux. S'intéresser aux autres facilite les relations avec ceux-ci. En créant, en 2018, le podcast natif Les Interviews d'Eric Cooper, j'avais le projet de partager avec tous et toutes le voyage que je faisais en découvrant la vie et les réalisations des personnes qui, à mon micro, racontaient une histoire, leur parcours de vie ou leur création. C'est sur le ton d'une simple conversation que se déroulent les interviews d'Eric Cooper. Le décor est simple. La terrasse d'un café, un musée, un parc, une gare. L'ambiance parfaite pour permettre à la conversation de se dérouler aisément. Le seul témoin de ces mots échangés, c'est le micro qui restituera fidèlement les échanges et les bruits extérieurs. L'auditeur ou l'auditrice n'assiste pas à cette conversation. Mais si il ou elle ferme les yeux, il ou elle sera à mes côtés et grâce à son imagination, suivra l'interview pour découvrir de façon virtuelle l'acteur ou l'actrice du podcast qui pourra être une personne connue ou inconnue. J'espère que vous aurez un plaisir certain à écouter ce podcast et que vous vivrez un moment unique et hors du temps grâce à celui-ci. Bonjour, aujourd'hui pour présenter ce podcast, nous avons un acteur et 3 actrices. Rachel, Philippe, Anne-Marie et Marie-Thérèse vont venir vous présenter l'association Mains Unies. Vous pouvez aller d'ailleurs profiter de cette interview pour aller voir le site mainsunies.be. Alors Mains Unies, c'est un air de vacances et la première question que j'ai posée aux 4 invités, c'est de nous raconter l'histoire de Mains Unies, mais également aussi du concept du Villaret. Mains Unies est né à la fin des années 60, début des années 70. C'était plusieurs familles qui se sont rencontrées et qui ont imaginé de créer des camps de vacances familiaux, un petit peu basés sur le concept d'un camp scout, mais pour adultes et transgénérationnels. Pendant 2 semaines, l'association loue un terrain, souvent à côté d'une ferme, pour avoir l'électricité et l'eau. Et pendant ces 2 semaines, des activités sont organisées, transgénérationnelles, comme je disais, donc des activités multiples autour du bricolage, de la découverte touristique et culturelle, mais également en fin de journée, une veillée des enfants, un peu comme la veillée scout, et après cela le bal musical organisé avec les adultes et les adolescents. Alors, pourquoi est-ce que vous avez choisi le nom Mains Unies pour votre association ? Mais parce que pendant les danses folk, on danse en se serrant les mains. Il y a beaucoup de danses de cercle. Bien sûr, si ce sont des danses à 2, on peut être homme et femme, ou 2 hommes ou 2 femmes. Mais ça soude plus le groupe d'avoir des danses en cercle. Donc, il y avait quand même pas mal de danses en cercle parce que une fois qu'on a dansé ensemble, qu'on s'est marché sur les pieds ensemble, après, la communication passe autrement. Et donc, une façon de souder les gens, puisque ce sont des gens qui arrivent le samedi et qui ne savent pas, ils savent où ils tombent, mais ils ne connaissent pas nécessairement tous les participants. Il faut briser la glace. On fait bien une réunion d'accueil le samedi, mais c'est grâce à la danse que il va y avoir plus de communication. En fait, on peut savoir quelles sont les valeurs fondamentales qui guident ce projet associatif. Moi, je dirais c'est la solidarité, le fait que les uns aident les autres, que c'est intergénérationnel. Donc, et c'est aussi une association où on peut expérimenter. Donc, quand on dit il y a la responsable cuisine, elle n'a pas un diplôme de cuisine. Elle est responsable d'avoir prévu ses menus. Elle est responsable d'aider les participants à réaliser ces menus, mais c'est vraiment un endroit où on peut expérimenter, refaire le monde, mais pas juste en parole. On agit ensemble. C'est de l'autogestion un petit peu ? Tout à fait, puisque les participants savent que c'est pas de la consommation. Ils vont devoir participer. Si vous arrivez sur le camp et que personne ne fait rien, il se passera rien. L'animateur, le bénévole qui est en charge de la coordination, il va juste coordonner toutes les images, toutes les initiatives des participants, qu'elles soient une visite culturelle, aller sur la plage, qu'elle soit un chant, une danse. Il y a
quand même 2 animateurs prévus, musique et danse. Et ils sont là pour faire plus ou moins 1h30 d'atelier en journée et animer la soirée. Mais à part ça, il n'y a rien qui se passe si on ne travaille pas ensemble à générer quelque chose. Et donc, pour que la mayonnaise prenne, voilà, il faut qu'on se connaisse et il faut un public de personnes prêtes à bouger pendant leurs vacances, tout en étant que si vous voulez simplement rester assis à votre tente et lire, vous aurez simplement des gens qui passent et qui vous demandent peut-être qu'est-ce que vous lisez, et puis il y aura des discussions sur ce qu'on lit. Donc, vous demandez les valeurs, c'est la solidarité pour moi, et le respect de la nature, une sobriété. Comment est-ce qu'on peut s'amuser, créer ensemble avec peu de moyens? Je pense que madame voulait rajouter aussi quelque chose. Moi, j'ajouterais que pour moi, c'est vraiment de la co-responsabilité. Tout le monde est responsable de la réussite du séjour. Et ça ressemble un peu à une auberge espagnole. On y trouve vraiment ce qu'on y a apporté. Voilà. Alors, dans les valeurs que je trouve dans ces vacances, c'est d'abord l'engagement, puisque on s'engage à participer activement au séjour, on s'engage à faire à manger une fois, on s'engage aussi à apporter des activités. Et alors, le respect de la différence, le respect d'un peu tout un chacun. Chacun arrive avec sa personnalité. Chacun arrive avec son âge ou ses intérêts, et on respecte ça, on respecte un peu ce que la personne propose et comment elle est, etc. Les danses folk, est-ce qu'elles sont difficiles à apprendre? Alors non, ce sont naturellement des danses d'animation, donc c'est pas des danses compliquées. On parle très peu de danses de couple essentiellement, c'est plutôt des danses qu'on peut danser avec des plus jeunes, avec des plus âgés. Ça se danse souvent en cercle ou en colonne. C'est des danses simples avec donc un animateur qui explique une première fois la danse en la montrant. Il y a des musiciens en live qui sont présents aussi pour agrémenter la soirée. Et puis on se lance. Si on se trompe, c'est pas grave. Parce qu'on ne s'est pas trompé, on a créé quelque chose d'autre. Et donc, le but, c'est de s'amuser. Donc, c'est vraiment des danses d'animation. Alors, en quoi les séjours au Villaret sont-ils autres, sont-ils différents des autres séjours de vacances je mettrais classique entre guillemets. Alors, premièrement, c'est des séjours qui sont fort baignés dans la musique. Dans la musique qu'on fait soi-même, c'est-à-dire avec des instruments, etc. C'est fort lié évidemment à la danse. Et puis c'est aussi, on le fait ensemble, tous ensemble. On s'engage donc à venir pour une semaine et on va passer toute la semaine ensemble. On va manger ensemble, on va faire des activités ensemble, etc. Et donc il y a un très grand partage. On n'est pas chacun de son côté. Donc voilà. C'est une formule de vacances où on crée véritablement du lien. Qui sont les participants qui viennent à ces séjours? Est-ce que c'est des jeunes, des moins jeunes, des enfants? Est-ce que vous pouvez un peu nous décrire qui sont ceux qui viennent? Alors moi je peux en parler parce que je pense que j'ai fait le plus grand écart, c'est-à-dire que je suis arrivée avec déjà enceinte quand j'étais animatrice une année. Donc, et l'année d'après, mon bébé avait 6 mois. Donc ça c'était la plus jeune. Et la plus âgée, c'est, je pense, ma maman, plus ou moins, qui a 84 ans et qui continue à venir sous tente et qui va être animatrice cuisine cette année. Et donc, vraiment, c'est... Voilà. Et entre les deux, on a tous les âges, beaucoup de familles avec des enfants, mais il y a aussi tout un groupe d'adolescents. Alors, les adolescents, ils ont toujours leur petit coin de tente où ils se retrouvent entre eux. C'est toujours très sécurisé. Quand on est parents, c'est très gai parce que on sait que les enfants sont sur la prairie. Alors, on les tient à l'œil, évidemment, mais il n'y a rien en dehors. Et il y a une espèce de grand contrôle social qui se passe aussi où tous les enfants sont toujours un peu, comme à l'africaine, sont pris en charge par le reste du village, etc. Il y a aussi pas mal de parents solos qui n'ont pas envie de se retrouver dans des vacances où ils vont s'occuper de leurs enfants mais être sans adultes. Et là, ils apprécient de pouvoir échanger avec d'autres adultes et les enfants s'amusent avec d'autres enfants. Il y a aussi le fait, donc on parle de quel public? Mais d'abord, il est intergénérationnel, on vient de le dire, mais il est aussi toutes les ouvertures
de classe sociale et de type de profession. Donc ça, c'est quelque chose qui est aussi très riche. On ne se retrouve pas dans un milieu très cloisonné. Je dirais la tranche d'âge 20-30 ans est peut-être un peu moins représentée, mais ce sont des gens qui ont vécu Mains Unies, des jeunes qui ont grandi avec Mains Unies, et puis quand ils sont mariés, qu'ils ont leurs enfants ou ils ont une cellule familiale, ils reviennent. Donc c'est pour ça qu'à cette tranche-là, il faut le temps aux gens de, je dirais, trouver leurs compagnons, fonder leur famille, parfois s'investir plus dans leur boulot, mais ils reviennent à Mains Unies. Et alors on voit énormément de grands-parents qui reviennent avec leurs petits-enfants. Donc c'est très mélangé. Quel type d'hébergement? Vous parlez de tentes. C'est uniquement des tentes ou bien on a en dur un petit peu, on peut profiter d'un bon lit et ne pas dormir sur l'herbe? Il y a deux formules. Il y a soit l'hébergement en dur, et donc là, Mains Unies loue un grand gîte où chacun peut trouver un lit. Les activités se font donc plus à l'intérieur le soir, et naturellement on s'arrange pour que ce gîte soit dans une région qui soit intéressante au niveau culturel, pas trop touristique, donc quand même éloigné de Benidorm par exemple. Et donc deuxième possibilité, c'est alors donc on loue une prairie, donc qui est annexée soit à un ancien camping, soit à une ferme où on peut donc prendre de l'électricité et de l'eau. Et donc Mains Unies amène un grand chapiteau pour les activités, un chapiteau pour la cuisine et un chapiteau pour les douches, donc un chapiteau sanitaire. Et chacun trouve sur le terrain l'emplacement qui lui semble idéal. Donc c'est pas un camping avec des numérotations et des allées en gravier. Chacun trouve le bon endroit pour planter sa tente en fonction du soleil et de ses envies. Et donc c'est autour de ce village de toile que la vie se passe. Et comment s'organise... Je voulais juste dire que par rapport au gîte, il y a souvent des possibilités pour les personnes PMR. Donc, pas beaucoup évidemment, mais il y a toujours 2-3 chambres qui sont possibles. Et comment s'organise une journée type dans les Villarais? On démarre par déjeuner et donc on connaît les horaires du déjeuner. Avant 8 heures, vous avez quasi personne, mais on sait qu'à 9 heures, c'est fini. Et donc, il y a une grande cloche pour prévenir les retardataires qui viennent vite se servir, ou bien quelqu'un gentiment leur met quelque chose de côté, mais ça veut dire qu'on va débarrasser le buffet. Et puis, vous avez la matinée. À la matinée, soit des personnes s'en vont en excursion, ont prévenu où ils allaient, donc souvent on remplit les voitures pour cette excursion, soit sur le lieu même, il y a une animation musique. Les animateurs danse et musique qui nous font danser le soir, ils organisent un atelier musique en matinée. Alors à cet atelier musique, soit au vu du savoir-faire de la personne et des demandes des participants, soit on apprend quelques morceaux de musique qu'on rejouera le soir éventuellement, peut-être si ce sont vraiment des débutants seulement le vendredi, mais on peut aussi simplement avoir le plaisir de chanter ensemble. Donc on s'adapte au désir des personnes et aux âges pour réussir à trouver quelque chose qui pendant 1h30 plaît à tous. Et puis, il y a le repas de midi. Et le repas de midi, là aussi, il y a la cloche qui sonne comme ça. On sait que tout le monde se rassemble. Donc, pendant cette matinée, il y a des personnes qui ont déjà préparé le buffet pour qu'on puisse manger pendant, c'est de 13 à 14 ou 12h30 à 14h. Et donc, on mange, si possible, light. Comme ça, on reste en énergie pour l'après-midi. Et l'après-midi, de nouveau, c'est un peu la même chose que le matin. Il y a des excursions. Et de nouveau, c'est un camp participatif. Donc, si personne n'organise rien, il ne se passe rien. Mais il se passera toujours un atelier chapeau, un atelier dessin. Moi, je fais de la vannerie, donc je peux proposer de la vannerie. Il y a des randonnées. On va à la plage, si on est tout près, ou bien à un lac. Mains Unies s'organise toujours pour être près d'une rivière ou d'un lac ou de la mer. Comme ça, ceux qui ont besoin d'eau, ils peuvent la trouver. Et là, on coordonne de nouveau les voitures. Si on ne sait pas y aller à pied, on essaye d'être le plus proche possible pour limiter l'impact environnemental, pour vraiment ne pas trop utiliser la voiture.
Et puis après, on se retrouve vers 7 heures du soir. Et là, à 7 heures, on mange. Il y a une animation enfant après le repas. Et donc, il y a un peu de bal enfant, mais il y a vraiment une ritournelle qui permet d'aller mettre les enfants au lit. On a la petite musique que tout le monde connaît. Et donc, il y a un moment de danse rien que pour les enfants, et puis parfois un conte, et puis on chante, on essaie d'apaiser, et tous ensemble, on va. C'est très joli, vous avez la chaîne des enfants et on va tente par tente déposer les enfants et on attend chaque fois. Donc les parents savent qu'ils doivent être là pour accueillir leurs enfants et ça permet de mettre les plus jeunes au lit et après de commencer le balk. Les enfants pour les ne font plus pas grands. de problème pour aller au lit? Oh, certains, oui. Alors, certains font des problèmes, évidemment, mais ce petit rituel fait que, justement, ils sont tout contents qu'on les amène à la tente ou dans leur chambre ou quoi que ce soit. Et donc, justement, ça aide à la mise au lit. Quelle place vous accordez à l'improvisation et à la spontanéité dans l'organisation? Oh, il y en a Elle est beaucoup. énorme. Alors, les horaires de repas sont à respecter. Mhm. Il y a toujours la possibilité, la veille, de demander un pique-nique pour le midi, mais sinon, les horaires sont fixés. Voilà. Ça, c'est au niveau de la structure. Après, on peut faire ce qu'on veut, évidemment. L'idée étant toujours si on veut faire quelque chose, de le proposer aux autres. Il y a des grands panneaux qui nous permettent d'inscrire un peu les activités. Mais si on préfère prendre un moment pour soi et faire quelque chose seul, on peut aussi, ou avec sa famille, il n'y a pas de souci. Donc, il y a vraiment une très grande indépendance par rapport à ça. Si on décide que, tant pis, on sautera le repas du midi, on saute le repas du midi et on fait son excursion comme on veut. Voilà, simplement, évidemment, on n'aura pas le repas, mais sauf si on a demandé le pique-nique. Voilà. Mais donc, on fait vraiment du moment qu'on respecte les autres, évidemment. Comment est-ce que vous intégrez les principes d'éco-responsabilité au sein des Villarais? Déjà, on fait très attention à faire un covoiturage, à proposer du covoiturage pour que il y ait possibilité de réduire l'impact CO2. On cherche à proposer aussi les solutions train et donc s'il faut aller chercher les gens à la gare ou au bus, on va s'organiser pour le faire. Donc il y a déjà la mobilité. Il y a tout ce qui est nourriture. On va essayer de privilégier du bio, mais surtout du local. Ça ne doit pas nécessairement être bio, mais on va trouver les producteurs locaux. Et ça, c'est le rôle de l'intendant. Et ça, c'est vraiment une tâche que tout le monde a à cœur, de manger local. Et puis, il y a depuis très longtemps le tri des poubelles. Il y a des toilettes sèches depuis bien avant qu'on en parle dans les festivals. On était très précurseurs. Et de façon générale, il y a une réflexion sur l'écologie. Vous avez déjà un peu parlé des activités, vous faites de la vannerie, il y a moyen de faire des promenades. Dites-nous un petit peu les autres activités qu'une personne qui viendrait chez vous, au Villarais, pourrait faire en fait. Alors ça, c'est impossible à dire parce que ça dépend des participants. Donc si dans les participants, il y a quelqu'un qui adore le yoga, on aura du yoga. J'ai eu cet été une initiation au Yatsu. Voilà. Mais c'est parce qu'il y avait une participante qui faisait ça. Il y en avait une autre qui faisait tous les petits bracelets brésiliens. Elle a fait des ateliers avec les enfants sur les bracelets brésiliens. Donc en dehors de la danse et du chant, enfin de la musique et de la danse, tout est à découvrir. Et qui peut proposer en fait des activités? Est-ce qu'il faut des compétences spéciales? Non, tout le monde. N'importe qui a quelque chose à proposer. J'ai appris le massage des pieds, le massage des mains, la peinture, atelier, écriture, tout qu'on a déjà découvert selon la richesse des participants. Il y a aussi des participants extérieurs. Je sais que Marc Malampré, par exemple, va venir jouer de la musique. Et Marc Malampré, donc, c'est un joueur, un musicien professionnel de folk. Mais il n'est pas extérieur, il sera intérieur. Ah, lui, d'accord, ok. Donc il vient pour une semaine et donc c'est, clairement lui. Et lui fait partie. Donc c'est pas quelqu'un que vous avez été chercher, c'est lui qui est venu. Non, il est déjà venu plusieurs fois. Et notamment, je me souviens très bien, ça c'était en montagne, il jouait de la cornemuse sur le haut d'une montagne et nous on se baignait dans la rivière en dessous. Mais donc il a déjà passé des semaines d'accord. À Mains-Unies. Il fait l'intérieur. Et alors par rapport aux participants, c'est même les enfants parfois. Ça m'est arrivé de voir des enfants qui organisaient un concours de vaisselle. En fait,
À la fin, quand on a mangé, chaque famille vient avec sa vaisselle et puis il faut faire la vaisselle. Chaque famille est responsable de sa vaisselle, entre guillemets. Et il y avait un concours de vaisselle ou alors il y avait des enfants qui organisaient une activité cacahuète où chacun doit faire plaisir. Donc, il y a tous les âges qui peuvent et toutes les personnes qui peuvent organiser. Tout se fait sur un grand panneau qui est affiché. On propose l'activité et ceux qui veulent s'inscrire ou pas ou la faire le font. Et en quoi la danse folk et la musique jouent un rôle central dans votre projet ? Parce que ça relie les gens. Voilà, c'est fédérateur. On sait que tous les soirs, on va se retrouver dans la grande salle. Donc, ça veut dire que si on n'a pas vu les autres personnes pendant la journée, on se verra le soir. C'est l'occasion de discuter. On n'est pas obligé de danser tout le temps. Il y a des gens qui ne dansent très peu, mais qui sont là dans la salle, pas trop loin, qui aiment écouter, regarder, rigoler, taper la carte parfois dans la salle de danse, sans obligation de danser. Mais c'est vraiment l'activité fédératrice qui va s'égrener tout au long du séjour. Alors quand on évoque le mot folk, ça fait penser à Bob Dylan, mais c'est pas vraiment ça. Est-ce que vous pouvez donner une petite définition peut-être de ce que sont les danses folk ? Moi, je dirais la danse folk, c'est une danse traditionnelle, jouée en tout cas à mains unies par des musiciens en live, qui permet de se remémorer des anciennes figures de danse qui sont soit conservées, soit réactualisées, parce que la danse folk, c'est quelque chose qui vit, qu'on adapte en fonction de l'actualité ou du moment. Oui, c'est une danse traditionnelle, basée sur... chaque figure correspond quand même à quelque chose. On ne danse pas n'importe quoi. C'est difficile à apprendre ? Moi, par exemple, je vous dis, je ne sais pas danser. Je ne sais pas si c'est vous qui apprenez aux gens. Est-ce que vous avez déjà eu des personnes qui vous disaient, moi, je ne sais absolument pas danser, et donc elles commençaient de zéro, ou bien pour venir chez vous, il faut avoir des bases? Non, les gens disent ça souvent, je ne connais rien du tout. Et puis au bout de la première danse, ils disent, mais en fait, c'est simple. Il suffit de savoir c'est quoi l'avant, l'arrière, le dessus, le dessous, la gauche, la droite. Et encore, il y a moyen de s'en sortir sans le savoir. Donc c'est quelque chose de très intuitif. Et souvent, c'est les plus jeunes qui montrent les danses et qui entraînent les parents, les grands-parents ou les voisins. Alors, quelle est l'importance du bénévolat dans le fonctionnement des Villaret? Il est total. Dans l'association, il n'y a plus aucun salarié. Tout le monde est bénévole, du CA aux 5 animateurs qui animent un Villaret. Tout le monde est bénévole. C'est évolué ou bien c'est une évolution qui s'est faite parce qu'il y avait peut-être un manque de finances? C'est une évolution qui s'est faite parce qu'on a perdu des subsides et donc il y avait grand risque que l'association s'arrête. Il y a eu d'autres crises ailleurs que financières parfois, mais toujours il y a eu des bénévoles qui à un moment ont dit non, il ne faut pas que ça s'arrête. Et donc ici, on a réussi le défi de fonctionner depuis au moins 5 ans sans staff. Et ça veut dire qu'on divise toutes les tâches, on essaye de multiplier les savoir-faire et de motiver tout le monde. Et globalement, chaque fois qu'il y a vraiment une crise, moi je suis éberluée de comment on arrive à trouver à un moment la personne qui va sauver l'affaire. Et on sent le désir de tout le monde que Mains Unies survive. Et donc, quand il y a des besoins, en général, on trouve des volontaires. Maintenant, ça représente un investissement important. Donc, en échange d'une semaine où vous animez une semaine de Villaret, cette semaine-là, elle est gratis pour vous et vous avez une semaine qu'on appelle de compensation où vous payez une PAF de 105 € pour une semaine. Et alors, l'intérêt de Mains Unies, c'est que ce sont des vacances tout compris. Je veux dire... on est un peu hors des milieux commerciaux qui vont vraiment vous attirer où vos enfants vous demandent je veux ça, ça ou ça. Mais à Mains Unies, non. Si vous avez mis le prix qui est assez modique, puisque on parle pour un séjour d'une semaine de 310 € pour un adulte et c'est dégressif. Et puis il y a des réductions si vous êtes famille nombreuse, si vous payez avant avril. Donc 310 € pour tout compris, c'est pas cher. Et donc, ça permet un brassage de population important et pour ça, c'est important.
Vous avez des retours déjà de participants qui disaient que les Villaret ont eu un impact sur leur vie? Oui, c'est énorme. Moi, je peux vous dire que y a des jeunes qui sont en difficulté à l'école et puis qui, au Villaret, on reconnaît d'autres compétences. J'ai en tête un ado qui était vraiment mal dans sa peau, mais qui a géré tout un démontage. Ça a changé sa vie. C'est clair que le fait qu'on fait confiance et qu'on donne aux jeunes et aux moins jeunes des responsabilités, une fois qu'ils ont réussi à les assumer, ça change leur vie. Ça change leur vie aussi au niveau réseau d'amitié, parce que de nos jours, avec tous les groupes WhatsApp, etc., vous vous êtes fait des amis en vacances, vous les gardez. Les gens se revoient après? Oui, ça c'est clair. Donc il y a des liens qui sont créés. Justement, c'est comment est-ce que les Villaret favorisent les rencontres et le vivre ensemble? C'est l'ambiance. Et puis les gens se retrouvent d'année en année, pas toujours dans la même destination, se retrouvent parfois lors d'événements organisés par l'association. Ma première expérience était en 2000. Aujourd'hui, j'ai un réseau social en Belgique francophone, mais vraiment conséquent. D'accord, donc vous voyez par après, en fait. Oui, c'est vraiment des amitiés qui se forment avec des gens que je n'aurais pu rencontrer nulle part ailleurs, et même au niveau intergénérationnel. Je suis amenée à rencontrer des gens 20 ans plus jeunes que moi, et des liens se forment. Donc, on peut dire que ce projet contribue à une citoyenneté plus participative et solidaire? Oui, tout à fait. Tout à fait. Comment ça? Le fait de danser, c'est peut-être monsieur va répondre, le fait de danser, ça crée, mais ça crée quoi en fait? Ça crée de l'échange, ça crée des fous rires, ça crée des écrasements de pieds qui provoquent par la suite, on revient là-dessus en disant je ne t'ai pas fait mal, et puis ça on entame la conversation, du respect aussi, parce que certaines personnes qui sont très très timides ou très réservées, sur une piste de danse peuvent tout à fait être des bons danseurs, peuvent avoir vraiment cette qualité. Donc on peut dire aux personnes qui nous écoutent, qui sont un peu timides et qui n'osent pas sortir, venez. L'ambiance est tellement cool que la timidité n'a pas d'importance en fait. Parce que c'est souvent le problème dans ces vacances, d'autres vacances, quand on est timide, si on est en face de quelqu'un qui est plus expansif. Madame Boulet, oui. Il y a toujours un espace commun aussi l'après-midi ou le matin où on traînaille. On discute. Il y en a qui font un petit tricot, il y en a qui boivent un petit thé ou quoi que ce soit. Et donc c'est un espace qui est là pour discuter ensemble. Et là, même les plus timides prolongent le petit déjeuner en papotant, etc. Et finalement, c'est comme ça qu'on va discuter beaucoup et se faire beaucoup d'amitié aussi. C'est uniquement des Belges qui viennent, ou bien vous avez d'autres personnes qui viennent d'Allemagne, de France, des Pays-Bas? Alors, en très très grande majorité, ce sont des Belges. Via l'organisation. De temps en temps, il y a un ou deux Français qui se perdent. Et nous avons une famille d'Anglais. Enfin, monsieur est anglais et madame allemande. Donc, il y a des Allemands aussi. Il y a des Allemands. Oui, tout à fait. Oui, aussi. Oui. Il y a quelques familles fidèles comme ça qui viennent d'ailleurs, mais la grande majorité sont des Belges. Et comment est-ce que vous sensibilisez les participants aux enjeux environnementaux et à la consommation responsable? Il y a déjà eu un débat énorme sur manger de la viande ou pas. Ça a été un débat qui a animé pendant des années, savoir si on allait choquer ou pas. Il est toujours là le débat, ou bien chacun mange? Aujourd'hui, il n'est plus là. Les cuisinières presque automatiquement prévoient 1 ou 2 jours sans viande et ça passe, il n'y a plus de discussion aujourd'hui. Est-ce qu'il y a eu d'autres sujets de discussion que la viande? Quand on a introduit les toilettes sèches, je peux vous dire que ceux qui l'ont introduit, chapeau, parce qu'il y avait une montagne d'opposition. Et ils y sont allés et tout le monde a trouvé ça génial. Les toilettes sèches, on explique un peu ce que c'est. En fait, on fait ce qu'on a à faire, mais dans un bac à litière, un peu comme un chat. Tout à fait. Mais bon, c'est un pot comme d'habitude et simplement, au lieu de tirer la chasse, vous mettez un peu de... Et puis après, ça se composte, en fait. Enfin, vous mettez un peu de copeaux. Et alors, le système est bien conçu pour que tous les matins, le bac, on puisse facilement l'enlever, le vider, le nettoyer, remettre un fond de sciure.
voiture et on est reparti pour une journée. Et donc ça permet qu'il n'y ait pas besoin d'avoir un réseau d'égouts. Puisqu'on est sur une prairie et que le fermier, il va y remettre son bétail après, il n'est pas question qu'on lui abîme sa prairie. Ouais. Et puis, ce serait beaucoup trop lourd pour 4 à 5 semaines de vie d'un villaret d'aller faire des sanitaires. Donc, on fonctionne comme ça. Alors, au niveau de la consommation aussi responsable, ce que j'adore, moi, c'est qu'on ne dépense rien en dehors, comme l'a déjà dit Anne-Marie. Mais donc, en tant que maman, arriver sur la prairie et savoir que on va pas me demander pour acheter une glace, une gaufre, un Quistax, machin, etc., où ça monte vite. Donc, on arrive sur place et il n'y a pas de tentation. Il y a un goûter qui est prévu, un petit paquet de biscuits. Donc, voilà. Oui, donc vous avez quand même des petites sucreries. Oui, à chaque fois. On n'est pas privé, en fait, de... Le midi, c'est un fruit, souvent. Oui. Ça dépend des cuisiniers, mais le midi, c'est un fruit. Et il y a un goûter, fruits, biscuits. Et le soir, il y a un dessert. Donc, on n'est pas privé du tout. On mange très bien, d'ailleurs. Mais, en tout cas, ça ne sert à rien parce qu'il n'y a rien aux alentours. Souvent, on va faire des promenades. Et donc, on ne sait pas dépenser d'argent. Et ça fait vraiment du bien de sortir de la consommation effrénée. Oui, mais je voulais quand même ajouter qu'il y a quand même possibilité de sortir, d'aller visiter la ville la plus proche, de prendre un verre, et même parfois de manger une glace. Je veux dire, on n'est pas vraiment... c'est pas une prison, enfermé sur cette prairie pendant une semaine. Il y a quand même des ouvertures vers le monde. Et quelles sont les principales difficultés auxquelles vous êtes confrontés quand vous organisez les villarets ? S'il y a des difficultés, parce que ça tombe, ça tourne et il n'y a pas de difficultés. Des fois, c'est la recherche de bénévoles pour le montage ou le démontage, mais je vais laisser parler Anne-Marie. C'est vrai que c'est toujours un très grand défi de trouver suffisamment de personnes qui ont assez de confiance en elles pour se lancer. Parce que sur place, il y a quand même toujours des anciens qui ont monté plusieurs fois, qui peuvent expliquer comment ça fonctionne. Mais il faut avoir assez d'énergie pour se dire que pendant une semaine, on va travailler à porter des barres, à les assembler, Et parfois, toutes les tâches ne sont pas très lourdes. Hein. Moi, ce qui m'épuise le plus, c'est de mettre à plat, de mettre un plan correct horizontal pour pouvoir poser les douches. Mais ça veut dire un travail très minutieux pour mettre des parpaings dans un même plan. Donc, il y a des choses, tout n'est pas physique, mais il faut y aller. Il faut installer une grande tente quand même. Donc, il faut installer une grande tente, des chapiteaux avec des bâches. Et donc, oui, il faut un peu de force physique, mais... Tout le monde n'a pas besoin d'être Maus costaud, mais il nous en faut quelques-uns. Oui. Je pense, madame voulait dire quelque chose, non ? Alors, la prochaine question, comment est-ce que cette association a évolué au fil des années ? Parce qu'elle existe depuis 50 ans. Est-ce que vous avez vu une évolution dans les personnes, dans les activités ou dans d'autres, dans la philosophie peut-être ? Alors, à la base, c'est une philosophie un peu 68arde. Ça s'est créé dans ces années-là. Ça a totalement évolué parce que même d'une semaine à l'autre, c'est pas la même chose. Puisque ça dépend des personnes. Sinon, l'esprit reste un peu le même pour ceux qui fréquentent ça depuis qu'ils sont petits. L'esprit est toujours là. Maintenant, c'est clair qu'il y a eu plein d'évolutions. On est toujours un peu hippie au Villaret ou pas ? Quel genre de... Est-ce qu'on voit des gens avec des longs cheveux ou bien on voit des gens avec costard cravate ? Écoutez, j'ai rencontré sur un Villaret un monsieur qui possédait un yacht et qui est venu c'était pas une Rolls, c'était une autre voiture très très chic. Et j'ai été ébahie. Mais en fait, ce monsieur, il savait pas danser, mais alors là, c'était grave. Comme il était un peu costaud, quand on se faisait écraser le pied, c'était clair. Mais en même temps, il nous a organisé une petite course pour les enfants. Il y a toujours à la fin une course de bateau. Ils fabriquent eux-mêmes, les enfants fabriquent leurs bateaux. Et donc, il y a une course. Mais lui, il nous a organisé ça de main de maître avec toutes les étapes qu'il y a dans une vraie course de bateau. Et donc, vous avez vraiment des gens de tout horizon. Maintenant, c'est clair qu'il y a souvent des personnes qui sont déjà un peu plus habituées à gérer d'autres personnes. Je veux dire des enseignants, des éducateurs. Mais à côté de ça, vous avez des ingénieurs, vous avez des administratifs, vous avez... ceux qui sont dans l'ORECA, dans la vente, enfin, vous avez vraiment beaucoup de diversité. Et ça, c'est quelque chose qui, moi, me plaît beaucoup.
Je travaille en milieu universitaire en recherche et parfois c'est très cloisonné. Vous avez que des gens qui ont fait des études et là à Mains Unies, vous avez la vraie société, tout le monde mélangé et ça c'est un plus pour moi. Quelles sont vos perspectives d'avenir pour les Villarais et cette association Mains Unies ? Mais c'est déjà de remonter en nombre de participants. Parce que, soyons clairs, Covid est passé par là. Et donc, les gens, ils sont tous un peu repliés dans leur cocon. Et petit à petit aussi, il y a beaucoup d'offres alternatives. Et il y a eu peut-être une chute de participants. On l'a observé clairement. Et donc, ici... on est vraiment super motivés, on a trouvé un super terrain et on voudrait qu'il y ait plus de participants. Alors, les perspectives d'avenir pour les Villarais, c'est quoi, d'après vous ? Comment vous voyez ça évoluer ? Mais déjà rien que le fait de vivre et de continuer à proposer de la sobriété et proposer aux personnes un lieu où vous pouvez échanger par rapport à toutes les alternatives qui existent. On est dans une société qui voit le changement climatique, qui voit s'écrouler des aides sociales, etc. Et donc, c'est très morose. Et donc, je vois le Villarais comme une façon de cultiver la joie et de cultiver pas seulement l'espoir au niveau intellectuel, mais ce sont des exemples. Donc, vous parlez avec des personnes qui ont créé des habitats groupés, qui ont osé créer leur société. Vous parlez en général avec des personnes positives. Et donc, vous me demandez l'avenir. Eh bien, l'avenir, c'est que ce genre de choses continue à exister et continue à diffuser. Alors, comment est-ce qu'on peut vous soutenir ? Comment est-ce qu'on peut rejoindre l'aventure, soit en tant que participant, en tant que bénévole ou que participant bénévole ? Comment fait-on ? Les auditeurs, voilà, ils sont séduits, ils ont envie de venir, ils ont envie d'être bénévoles. Comment ils font ? Ils vont sur le site web, qui est très facile à trouver, puisque c'est mainsunies.be. Et sur le site web, ils voient qu'il y a cette année, à l'été, le Villarais de la Fresnay aux Sauvages, donc c'est en Suisse normande, donc en Normandie, pour que ce soit clair. Du 19 juillet au 16 août, il y aura toutes les semaines, de samedi à samedi, un Villarais. Vous avez un autre Villarais en Ardèche du 25 juillet au 1er août, un autre en Auvergne du 4 août au 11 août et un dernier à Halle-sous-les-Côtes du 9 au 16 août. Et donc, une fois que vous avez choisi votre Villarais, vous allez dans l'onglet « Inscription » et vous remplissez le formulaire et vous payez la PAF et vous êtes inscrit comme participant. Et comme bénévole, vous avez un autre onglet où on vous explique la procédure pour devenir bénévole. Alors, pour devenir bénévole, il vaut mieux avoir déjà vécu un Villarais parce que se proposer comme bénévole si vous n'avez jamais été dans un Villarais, c'est un peu illusoire que vous allez vous débrouiller. Donc, il y a un CA qui vérifie qui se propose et qui propose peut-être des coachings et qui voit si le bénévole va être à sa place. Tout le monde a une place, mais il faut que tout le monde soit à la bonne place. Et donc, le CA, il va acter ou bien prendre son téléphone, discuter avec la personne pour voir où elle peut le mieux avoir une activité de bénévole. PAF, c'est participation aux frais, on tient quand même à préciser. Pardon. Et je voudrais préciser en fait qu'au niveau des destinations que Anne-Marie vient de citer, l'Ardèche, l'Allier et la Meuse se passent en gîte. Alors la formule chapiteau prairie camping, ça se passe en Suisse normande, c'est une région qui est très peu connue de la masse touristique. C'est vraiment la queue du massif armoricain qui vient de Bretagne. C'est une région de randonneurs, de randonnée, et c'est une région au niveau nature assez vierge. Voilà, c'est en basse Normandie. Voilà, je voulais préciser. Oui, ce que vous entendez là, c'est des feuilles. Je tiens à le préciser. C'est pas le site internet qui déménage. Donc vous vivez tout en direct. Il y a encore deux destinations aussi qui sont importantes. Il y en a une en mai, donc pendant les vacances
de printemps. C'est Et complet. une aussi à... Ah, c'est complet. Mais voilà, pour les autres années. Mais de toute Et façon, aussi à la Toussaint. Allez sur le site Mains Unies, donc main avec S et unis avec S comme ça. Et à la Toussaint, oui, excusez-moi, c'est comme ça, il faut rappeler le site comme ça. Allez-y à la Toussaint. Et à la Toussaint aussi, ça c'est dans vraiment le nord de la France, c'est juste au sud de Maubeuge. Et ce sont des chouettes destinations aussi pour ces nouvelles vacances qu'on a. Oui. Et là, évidemment, c'est sous dur, c'est pas sous tente. Mais ça permet de vraiment vivre un moment. En fait, il faut pas aller loin pour voyager avec ce genre de vacances, parce que sur place, on vit un tel Dépaysement. hein, et c'est tellement chaleureux par rapport aux personnes que c'est comme si on était parti sur une île au soleil. Pour conclure, quel message vous aimeriez adresser à ceux qui hésitent encore à tenter l'expérience d'un Villaret? Et je voudrais que vous ayez tous les quatre un message peut-être pour les gens qui nous écoutent. On peut commencer par Anne-Marie. Moi, je dirais qu'il faut oser, que dans la vie, il ne faut pas rester replié et qu'il faut se lancer et oser et croire en vous et qu'à Mains Unies, on vous aidera à trouver votre potentiel. Et n'ayez pas peur si vous ne savez pas danser, il y a monsieur qui vous apprendra. Autre message? Moi, je dirais, si vous voulez enrichir votre vie, vraiment y mettre du fun, y mettre de la nouveauté, venez nous rejoindre. Le message de celui qui va vous apprendre à danser le folk, si vous venez au Villaret. Mais, vous allez danser et vous allez revenir enchanté. Et écraser les pieds des gens, ça se passe souvent, c'est... Ça se passe, mais ça fait partie de l'apprentissage. Ok. Et un dernier message. Et donc, vous allez vivre un moment très chaleureux et rencontrer plein de chouettes personnes. Ça y est, c'est fini. Merci Rachel, Philippe, Anne-Marie et Marie-Thérèse de nous avoir parlé de Mains Unies et du Villaret. Si vous voulez en savoir plus, eh bien vous allez sur leur site www.mainsunies avec s.be. Ils sont également sur Facebook et l'association est basée à Ottigny, Louvain-la-Neuve. Avant que vous ne partiez, vous les auditeurs, j'ai quelques petites choses à vous demander. N'oubliez pas de vous abonner à ce podcast, comme ça vous serez tenu au courant avant tout le monde de la publication d'un prochain podcast. Si vous avez envie de faire un commentaire, eh bien sentez-vous libre. Merci aussi de partager ce podcast avec tous vos amis et un petit like, ça fait toujours plaisir. Voilà, sur ce, je vous quitte. Que la force soit avec vous et avec tous les autres et on se donne rendez-vous pour de nouvelles aventures audio très bientôt. Bye bye.